Pour une sollicitation extérieure identique, il est possible d'établir des analogies de comportement entre les éléments de structure suivants. La poutre horizontale, le câble de faible masse, l'arc, qui dérive de la forme inversée du câble, le treillis. Ces différents éléments associés au concept de ligne sans moment nous permettent de construire un raisonnement qui servira de guide pour la compréhension des mécanismes de base rencontrés dans l'analyse des structures. Un câble, de masse négligeable, chargé par une force ponctuelle, se déforme en un polygone à deux côtés. Cette structure ne peut reprendre que des efforts de traction. Elle s'équilibre de façon à ce que les efforts de traction soient le seul type d'effort présent. Une poutre va se déformer en prenant une flèche vers le bas, courbure dirigée vers le haut, pour reprendre des charges. De cette manière, les fibres supérieures sont raccourcies, entraînant une réaction de la matière en compression. Les fibres inférieures sont tendues, entraînant une réaction en traction. Par la suite, il est possible de remplacer par une force de compression la somme des contributions des fibres comprimées. Même chose pour les fibres en traction. Ces forces étant séparées d'une distance z donnée, elles entraînent l'apparition d'un couple. Ce couple équilibre celui qui a déformé la poutre. Il s'oppose au moment de flexion dû aux charges appliquées. Nous pourrions substituer à notre poutre un treillis ayant une membrure comprimée à l'emplacement de la force de compression et une membrure tendue au lieu de la force de traction. Les deux modèles sont équivalents au niveau de l'étude de la flexion. L'allure du diagramme des moments fléchissants d'une poutre, chargée par la même force ponctuelle que notre câble, est un diagramme bilinéaire. Il est semblable à la forme du câble sous cette même charge. Cependant, la poutre aura besoin tant d'une zone en compression qu'une zone en traction pour reprendre des charges. Le treillis, d'une membrure tendue et d'une membrure comprimée, alors que le câble, lui, n'est qu'en traction. On peut en trouver l'explication en examinant les réactions d'appui. La poutre n'a que des réactions verticales, alors que le câble a des réactions alignées avec sa géométrie. Les composantes verticales de la réaction d'appui du câble sont identiques aux réactions de la poutre. Dans ce cas, rien ne nous empêche de compléter notre structure câble par un poussant, pièce en compression, qui annule les composantes horizontales des réactions d'appui du câble. Celles-ci doivent en effet être égales en valeur absolue pour respecter l'équilibre horizontal de l'élément. Dans ce cas, nous obtenons une structure proche de celle d'un treillis, avec une membrure comprimée en haut et une membrure tendue en bas, ce treillis ayant une de ces membrures où l'effort est constant. Si nous reprenons le raisonnement du treillis, la composante horizontale de l'effort de traction, grand Ft, dans le câble, à gauche, multipliée par la distance Fx qui le sépare de la force en compression Fc, nous donne un couple égal au moment de flexion dû aux charges. Le moment est représenté en rouge sur la droite.
Le bras de levier doit être pris perpendiculaire à la force considérée pour le calcul du moment. Et nous obtenons donc la relation suivante. Le produit de la force TH de x par petit f pour le câble égale le moment mx de la poutre. Petit f représente la flèche du câble, soit la distance verticale entre le câble et la corde que nous avons matérialisée par un poussant. Le raisonnement est toujours valable si l'on substitue à nouveau des réactions d'appui horizontales au poussant. Le raisonnement est aussi valable dans le cas d'une poutre inclinée ou d'un câble ayant ses appuis à des hauteurs différentes. Nous pouvons aussi généraliser le raisonnement à plusieurs charges ponctuelles. Dans ce cas, tant la forme d'équilibre du câble que l'allure du diagramme des moments fléchissants sont des polygones semblables. Comparons à présent la forme d'un câble, de masse négligeable, soumis à une charge répartie dont la projection horizontale est supposée constante. Dans ce cas, la géométrie du câble, structure en traction pure, devient parabolique. Dans le cas d'une poutre sur deux appuis, le diagramme des moments fléchissants, en rouge, évolue pour sa part selon une parabole d'équation m de x égale qx fois l moins x sur 2. À nouveau, nous pouvons établir le parallèle suivant entre la poutre et le câble. th de x multiplié par petit f pour le câble égale mx pour la poutre. Si notre poutre avait la forme du câble, elle ne fonctionnerait donc qu'en traction. C'est donc du décalage entre la géométrie de la poutre et cette ligne idéale sans moment que suit le câble que naît le bras de levier qui est responsable du moment de flexion. Le moment valant th de x fois petit f. Si nous cherchons à présent à concevoir une structure qui fonctionne en compression pure, on inversera la forme d'équilibre du câble en un arc parabolique. Dans notre poutre, le moment provient du décalage entre sa géométrie et la ligne idéale de l'arc. Qu'advient-il à présent si l'on charge notre arc parabolique par des sollicitations supplémentaires ponctuelles? Dans le cas d'un câble, celui-ci adapte sa forme pour rester en traction simple. Mais notre arc est certainement trop rigide pour accepter un tel changement de forme. Il y a donc un décalage entre l'arc idéal, obtenu par l'inversion du câble en équilibre, et l'arc réel. Ce décalage entre la ligne idéale sans moment et la géométrie de l'arc est responsable de l'apparition d'un moment de flexion. Il devient donc possible d'évaluer à tout moment l'ampleur du comportement en flexion d'une structure sous certaines charges en comparant sa géométrie avec la forme idéale du câble en équilibre sous ces mêmes charges ou avec l'arc obtenu en l'inversant. Nous parlerons de ce tracé idéal sous le vocable de ligne sans moment. Nous pouvons lui comparer toutes les géométries de poutre ou de treillis, ainsi que les géométries d'arc mal dessinées. Le portique, par exemple, est un cas d'arc mal dessiné, dont les segments sont uniquement horizontaux ou verticaux pour s'adapter aux nécessités de la forme d'une enveloppe de bâtiment. Les modes de construction traditionnels des arcs nous ramènent rapidement aux techniques de maçonnerie. Ici, des claveaux de pierre ou de briques sont assemblés à l'aide de mortiers. Cette technique de maçonnerie permet de construire des structures extrêmement résistantes en compression, mais peu résistantes en traction. Cette faiblesse vis-à-vis de la traction est due à la faible résistance du mortier et des matériaux pierreux ou cuits à ce type de sollicitation. La flexion fait apparaître des contraintes de traction dans les zones étirées. Comment un arc peut-il reprendre par compression des sollicitations différentes de la configuration de charge qui a défini la géométrie où il reste en compression simple? Pour le comprendre, étudions un instant le cas d'une colonne. Dans un premier temps, nous en négligerons le poids propre. Il est possible de décentrer un peu l'effort de compression qui la sollicite, sans pour autant que la colonne aille à sa ruine.
Ceci est en effet possible parce que la colonne ne perd son équilibre que dans le cas de contraintes de traction importantes. Tant que le moment de flexion dû à l'excentrement de la charge ne génère pas de contraintes de traction qui dépassent les contraintes de compression dues à la charge, l'ensemble peut rester en équilibre, si la déformation de l'ouvrage n'est pas trop importante. Dans ce cas, le point d'application de la charge doit rester dans une zone proche de l'axe de la colonne appelée noyau central. Pour une colonne rectangulaire, elle correspond à un losange dont les diagonales valent le tiers des côtés de la section. Cependant, au plus on augmente la contrainte de compression, en augmentant par exemple le poids propre centré, et plus on augmente les dimensions de la zone d'excentrement acceptable. C'est ce qu'ont fait les bâtisseurs gothiques en chargeant les arcs boutants par des pinacles. Il n'y aura réellement ruine que quand il y a dépassement de la résistance en compression de la zone sollicitée ou avec la perte d'équilibre de la colonne. Dans le cas de l'arc parabolique, le mécanisme est le même. Au plus il sera chargé par un poids mort important par rapport aux sollicitations rencontrées à l'usage, au plus la zone d'excentrement autorisée sera importante. Tant que la ligne sans moment reste dans cette zone, il n'y a pas de traction dans l'arc. Dès que la ligne sans moment s'écarte de l'axe d'un arc, l'arc est soumis partiellement à la flexion. La flexion a tendance à modifier la forme de l'arc, mais tant que la ligne sans moment reste relativement proche de la zone du noyau central, il se peut que l'ouvrage reste stable. La limite est celle de la déformation qu'acceptera l'arc sans perte d'équilibre, ou le dépassement de la résistance de ses constituants. On peut tirer de ceci deux conclusions. La première, au plus un arc est lourd et reprend un poids mort important, au plus il s'accommodera de sollicitations importantes avant de perdre son équilibre. La seconde, il est possible par conséquent de réaliser un arc qui ne travaille qu'à la compression et qui n'aurait pas une forme idéale au regard des charges s'il est équilibré par un poids mort important. Par exemple, des arcs en plein cintre. Des arcs en ogive ou en anse de panier. Il faut cependant donner une dimension minimale au noyau central, ce qui implique la réalisation d'un arc épais. Qui plus est, c'est la technique même de la fabrication des arcs qui rend difficile l'exécution d'ouvrages minces et élancés.